Sana, heureuse de vous retrouver sur TNTV pour votre édition de ce dimanche. Tout de suite, les titres. Stupeur à Papeete, une agression à l'arme blanche a fait 3 blessés hier dans un supermarché de Fari Piti. Nos équipes se sont rendues sur place pour recueillir des témoignages. Le phénomène climatique El Niño est de retour et il pourrait être intense. Faut-il craindre des cyclones auphanois lors de la prochaine saison chaude? Les prévisions de Météo France Polynésie à suivre dans ce journal. Cantine pour tous à Bora Bora, la gratuité des repas s'accompagne d'un défi en cuisine. Produits locaux et astuces anti-gaspillage, nous verrons comment les chefs font aimer les légumes aux élèves. Et comme tous les dimanches, retrouvez votre grand JT Sport avec nos journalistes spécialisés. Au programme ce soir, de la course à pied, du judo, du basket, sans oublier le VAA. C'est une scène d'une rare violence qui s'est produite hier en fin d'après-midi à Fari Piti. Dans un supermarché de ce quartier de Papeete, 3 personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont un vigile qui tentait de s'interposer. Thomas Chabrol et Radhau Maha se sont rendus sur place pour recueillir des témoignages. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. 3 hommes ont été blessés en fin d'après-midi, hier lors d'une violente altercation au couteau. Les faits se sont déroulés à l'intérieur de ce supermarché de proximité. Selon plusieurs témoins, une dispute aurait rapidement dégénéré entre 2 individus. Je faisais mes courses tranquillement du côté frais et arrivé vers la caisse, c'est là que j'ai vu la traînée de sang, les étagères par terre, les produits par terre et je vois le pauvre vigile avec un autre homme plein de sang. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a eu en fait une bagarre dans le magasin. L'altercation aurait d'abord débuté dans la rue avant de se poursuivre entre les rayons du magasin. Mon chéri il avait vu qu'il y avait 2 hommes qui se couraient après et ils ont continué du coup cette course-poursuite jusque dans le magasin. Et dans le magasin, du coup, il y a eu l'agression au couteau et un des 2 hommes était sorti, la mâchoire complètement ouverte sur le côté. Il était obligé de la tenir pour pas qu'elle tombe. Sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'une des victimes présente une grave entaille au niveau de la joue. Sur place, la scène a profondément choqué les clients et le personnel du magasin, d'autant que le vigile de l'enseigne qui a tenté de stopper les 2 individus a lui aussi été blessé. Juste en face de moi, j'ai vu le vigile avec la main en sang et une autre victime juste à côté en sang aussi. Ça m'a fait très peur, surtout quand j'ai vu le vigile qui a été très courageux aussi, les caissières qui étaient en état de choc, qui étaient un peu en pleurs, j'ai eu de la peine pour elles. Les victimes ont été prises en charge et transportées au centre hospitalier de Taoné. L'auteur présumé a été interpellé peu après les faits. Une enquête est ouverte pour violence avec arme. La procureure de la République précise qu'à ce stade, aucune intention de tuer n'est retenue. Et les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression. À Tahiti et Moorea, le bilan routier est lourd ce week-end après un premier décès à Mahina samedi. C'est à Papara, dans le secteur de Taharu, qu'un conducteur de 2 roues a perdu la vie ce matin. Sur l'île Sœur, un autre conducteur de 2 roues a été gravement blessé. Son pronostic vital est engagé. Actualité judiciaire à présent avec ce coup de filet à Los Angeles. Hier, 2 Polynésiens ont été débarqués d'un vol ATN par la DEA. Soupçonnés de trafic d'ICE, ils sont aux mains de la justice américaine. La procureure de la République, Solène Belawar, a confirmé qu'une enquête a été ouverte par les Américains. Les détails de cette affaire sur tntvnews.pf. Autre menace climatique, cette fois, le phénomène El Niño pourrait faire son retour dans les mois à venir. Il serait même question d'un super El Niño. 16 ans après le dernier cyclone auphanois, on fait le point avec Météo France Polynésie dans ce reportage de Laure Philibert. Il n'est pas encore visible, mais les climatologues observent une hausse des températures à l'est de l'océan Pacifique. Le phénomène El Niño pourrait faire son apparition dans les mois à venir. Selon les équipes nationales de Météo France, après un épisode El Niña, la tendance pourrait s'inverser prochainement
alors que la température à la surface de la mer augmente à plus de 2 degrés au-delà des normales. Il est même question de super El Niño. La Polynésie a déjà connu 3 fois ce phénomène au cours des dernières décennies, durant les saisons chaudes 1972 et 1973, en 1982 et 1983 et en 1997 et 98, à chaque fois accompagnés de cyclones. En revanche, les 2 derniers super El Niño n'ont pas eu d'incidence au Fénois. On ne sait pas comment va réagir l'atmosphère et comment est-ce que le couplage va vraiment se faire vers la saison chaude. Est-ce qu'il va y avoir, ou au contraire, il va y avoir un décalage entre ce qui se passe au niveau de l'océan et ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Le El Niño Mozilla qui était en 2015, mais très récemment le fort El Niño de 2023, on n'a pas eu de signal fort sur ces événements extrêmes. Pour l'antenne locale de Météo France, il est encore trop tôt pour déterminer comment un éventuel El Niño pourrait évoluer, car au-delà de la chaleur de l'océan, il faut prendre en compte les conditions atmosphériques. C'est pas parce qu'on voit un El Niño qu'il aura exactement les mêmes caractéristiques en termes de temporalité, qu'il aura les mêmes caractéristiques en termes d'intensité. Et à cela s'ajoute également le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, redessine complètement nos connaissances, remet à zéro nos connaissances concernant le phénomène El Niño. Météo France Polynésie suit le phénomène et échange avec les agences météorologiques mondiales. Si le Fénois devait être concerné, ce serait plutôt lors de la prochaine saison chaude. Beaucoup plus de douceur à présent, direction la presqu'île à Tautira. Bien avant l'aube, le marché communal s'anime grâce à une poignée de passionnés. Entre l'odeur du fumoir et les préparatifs commencés dès la veille, Heiro Atuahu est allé à la rencontre de ces visages qui font vivre le village au petit matin. À Tautira, le dimanche matin est très actif. Ici, pour vendre ses produits, il faut parfois braver l'isolement du Fénois et Chéré. C'est le quotidien de Rosemary. Pour elle, pas de route. Chaque produit doit voyager par la mer pour rejoindre le village. Je me suis réveillée pour préparer ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et après, arriver à la Tautira à 4h30. Et après, on est venu ici pour installer, pour vendre notre petit produit. Je suis venue en bateau, je ne suis pas venue en voiture, en bateau. Comme là où je suis, il n'y a pas de route. Tu peux vivre avec cette activité. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre. Avec ça, tu peux vivre. À quelques mètres des étals de fruits, l'odeur du fumoir annonce une autre spécialité locale. Charlie, installé depuis quelques mois seulement, ne compte pas ses heures. Pour se passionner, le marché de Tautira est bien plus qu'un gagne-pain. C'est le moteur de l'animation du district. Je lance à peu près la première tournée de fumoir vers 19h à peu près. Et puis je veille jusqu'à peut-être minuit, 1h, 2h, 4h20 par là on quitte la maison pour venir au village, quoi. Voilà, tranquillement, mais après en soi vraiment c'est pas compliqué, quoi. Au contraire, c'est une habitude qu'il faut prendre. Du fumoir aux récoltes de la vallée, ce marché réunit les habitants du secteur. Une activité essentielle pour Tautira qui retrouve son dynamisme chaque dimanche matin. De la presqu'île au Raromatei, la gratuité de la cantine dans le secondaire gagne du terrain. La tournée des signatures de convention par le gouvernement s'est achevée cette semaine au lycée polyvalent de Bora Bora. Une mesure pour inciter tous les élèves sans condition de revenu à déjeuner sur place. Et vous allez le voir, les cuisiniers de l'établissement ne manquent pas d'imagination pour les séduire. Brocoli sauté au beurre à l'ail. Et un soupe de mer d'amour. Dans les cuisines du lycée-collège de Bora Bora, une petite équipe de 6 personnes s'active tous les matins pour servir près de 1200 repas. Tous les jours, on fait une dizaine de compositions de crudités. Et nos crudités viennent directement de nos producteurs de Bora Bora. Et on essaye de varier. On fait de la guacamole, comme on nous livre des avocats tous les jours. Des menus équilibrés,
mais aussi travailler pour faire saliver les élèves, parfois difficile avec certains produits. Comme les enfants et les adultes même n'aiment pas l'aubergine, on essaie de travailler soit en faisant de la panure ou sinon en faisant des pâtés d'aubergine et les enfants ils adorent quoi. Notre travail c'est de faire la découverte de ces produits, des légumes et tout quoi, pour qu'ils puissent manger ce qu'ils ne mangent pas chez eux quoi. Au-delà de ce travail de réflexion sur les menus, l'établissement a également mis en place 2 salades bars, de quoi diviser par 2 le gaspillage. Il y a quelques années, on faisait en assiette. Donc, on mettait des crudités, puis on mettait la vinaigrette. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Alors qu'avec ce système de salade bar, l'enfant pouvait composer lui-même ses crudités et mettre autant de sauce qu'il veut. Mais l'établissement a aussi à cœur de proposer des produits locaux. Un autre challenge pour Teva. C'est pas évident, premièrement, c'est par rapport à la saison également, par rapport au prix également, c'est pas donné. Mais on arrive toujours à faire en sorte pour que les élèves mangent des produits locaux. Et j'essaye un peu de jongler le prix par rapport avec les commerciaux. J'essaye aussi d'ajuster également quels sont les produits qui ne sont pas trop chers. Au menu, brocoli et cordon bleu avec une sauce aux champignons. Le service peut commencer, toujours avec le sourire. Pour le personnel, la reconnaissance des élèves est une vraie satisfaction. On est heureux de faire ce qu'on fait et de proposer. Et quand les enfants ils sont là pour nous dire « Ah, c'est très bon et tout », ou sinon quand on voit qu'ils ont bien mangé, ils viennent toujours dire « Ah, Tati, merci, on a bien mangé, c'était bon le matin et tout ». Derrière les plateaux servis, c'est un équilibre fragile entre contraintes budgétaires, produits locaux et créativité. Ici, pas de recette miracle, de l'adaptation et une priorité claire, donner envie aux élèves de manger mieux, sans rien laisser dans l'assiette. Direction les Marquises, à présent, à Nukuhiva, un nouvel espace dédié à l'artisanat ouvre ses portes après 10 mois de travaux. Un bâtiment moderne situé près du marché pour mieux valoriser le savoir-faire local. Malgré cet investissement, tous les artisans ne peuvent pas en profiter faute de place. Jessica Doucet et Tauhiti Taonyuamusan. Façade rénovée, espace repensé et meilleure circulation, ce bâtiment d'un peu plus de 100 mètres carrés a fait peau neuve pour accueillir les artisans dans de meilleures conditions. Situé à 2 pas du marché communal, il offre désormais un cadre plus attractif pour les visiteurs comme pour les exposants. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. Donc il y a la toiture, donc le palmex. Sinon, la squelette en elle-même, elle est d'origine, comme les poteaux que vous voyez là en pierre. Vous êtes content quand même? Bien sûr, on a quand même un endroit du jamais vu, parce que j'ai fait toute la Polynésie, d'avoir un endroit comme celle-ci, hein, c'est magnifique. Hein. Aujourd'hui, 24 artisans ont pu s'y installer, un progrès notable même si la capacité reste limitée face à la demande. Sur les 50 artisans recensés dans la commune, plus de la moitié ne disposent toujours pas d'un espace pour exposer et vendre leurs créations. C'est encore petit pour nous, voilà. Il y a des demandes, mais on ne peut pas accepter parce que... Pour dire, il y a des personnes, heureusement, qui sont sorties avant et il y en a d'autres qui sont rentrées de l'autre côté, qui a fait qu'on a un peu de place pour tout le monde. On ne peut pas mettre les gens dehors. Donc en fait, il faudrait créer une autre structure comme celle-ci, à côté. On peut le faire à côté parce que c'était dans le projet de l'époque, hein, de faire 2 farés ou fusionner les 2 maisons. Les professionnels espèrent être entendus afin que l'artisanat local, pilier économique et culturel des Marquises, continue de se développer. C'est la fin de l'actualité de ce dimanche, mais restez avec nous. Le dimanche soir sur TNTV, c'est aussi l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Je laisse la place à Oriano Tefao pour le grand JT Sport. Très bonne soirée à tous, à bientôt. Merci Bémiti de nous avoir accompagnés pendant cette partie d'actualité. Bonne soirée à toi. Quant à nous, on passe en mode sport avec du trail, du judo, de l'équitation, des sports collectifs et cap avec la Wakaiki Channel. Oui, avec notre invité Rataro. Allez, le sport, c'est tout de suite.
Et les hauteurs de la mission ont chauffé hier avec plus de 300 participants à l'Olympian Trail entre 5 km de marche et 10 km de course à pied sur un parcours exigeant. Tout de suite, ambiance et images fortes. Regardez. La pente est raide, le terrain parfois glissant, mais les sourires sont bien là. Les marcheurs donnent le temps sur ce parcours de 5 km, car pour les organisateurs, il est aussi important d'ouvrir l'événement à la marche avec un format accessible mais sportif. Comme c'est un beau coin, il faut que tout le monde connaisse ce coin-là. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, la première fois qu'ils font cette marche. Un peu plus loin sur le parcours, place aux coureurs. Très vite, le rythme s'accélère dans les sentiers de la mission. Devant Thomas Lubin, Mathias Girardet et Damien Trocnet se livrent. Une bataille serrée. Dans la descente puis sur les derniers mètres, Thomas Lubin trouve les ressources pour faire la différence. Il s'impose en 48 minutes et 45 secondes. Mathias Girardet termine juste derrière à quelques secondes. Damien Trocnet, lui, complète le podium en 49 minutes. Honnêtement, c'était vraiment une inconnue pour moi aujourd'hui. Je pensais que j'allais prendre la foudre avec les copains Mathias et Damien parce que je suis en phase de reprise. Je me suis blessé, j'ai pas pu courir pendant 2 mois et demi. J'ai très peu de kilomètres et de dénivelé au compteur, donc j'appréhendais un petit peu, mais par contre j'ai beaucoup fait de vélo et de renforcement musculaire avec charge. Et la preuve que ça paye aussi. Course difficile du début à la fin, c'était intense, on n'a pas eu beaucoup de répit. Et voilà, c'est deuxième, c'est une belle place derrière Thomas qui a été très fort aujourd'hui. Chez les dames, Mylène Gauthier prend le dessus et franchit la ligne d'arrivée en première en 1 heure et 4 minutes. C'est un chouette parcours à Tahiti dans la forêt et tout, c'est super agréable, ça change un peu des parcours de Moorea. Et c'est assez technique, il y a plein de branches, c'est des relances un peu tout le temps, il est compliqué, faut monter là, la montée elle est costaud. Et puis ouais, c'est un peu à l'ombre et tout, c'est ombragé, c'est top quoi. Entre effort, bonne humeur et dépassement de soi, l'Olympian Trail a encore rassemblé large pour cette nouvelle édition. On est très fort. Allez, place au tatami maintenant. La Coupe de Tahiti se disputait hier à Oreille, l'un des plus grands rendez-vous du calendrier local. Plus de 400 engagés sur le week-end, des plus jeunes ou confirmés entre compétitions individuelles et épreuves par équipe, immersion au cœur des combats. Avant les combats, place à la présentation des sélectionnés pour les Oceania Championship. Une mise en lumière pour les représentants polynésiens sous les applaudissements du public. Les tatamis se remplissent rapidement. Des 4 ans, les plus jeunes entrent en scène pour les épreuves individuelles, découvrent la compétition, apprennent à gérer la pression et prennent confiance devant leurs proches. L'ambiance monte encore avec les rencontres par équipe. Les clubs se rassemblent, s'encouragent et partagent chaque victoire. Une formule pensée pour transmettre très tôt l'esprit collectif. En fait, on a fait deux catégories, 2 divisions, des équipes de 5 et des équipes de 3. En équipe de 5, c'est assez simple. La première équipe qui arrive à 3 points l'a gagné. Et en équipe de 3, la première équipe qui arrive à 2 points l'a gagné. Ça dilue un peu les émotions. Elles sont partagées et puis ça permet de représenter son club et c'est une belle fête aussi pour le judo. Garçons et filles combattent ensemble dans les catégories jeunes. Avec 29 équipes engagées chez les poussins, cette participation record confirme la dynamique actuelle. 420 inscrits sur les 2 jours. Je n'ai pas le détail aujourd'hui, mais on a plus de 40% des licenciés qui sont présents sur le week-end. Rangui et Mani qui sont venus, c'est aussi ça la fête du judo polynésien, c'est de faire participer les îles. Au-delà des résultats, cette Coupe de Tahiti confirme la bonne santé du judo polynésien. Porter sa jeunesse est déjà tournée vers les prochaines échéances. Et l'hippodrome de Pirée a vibré hier au rythme de la Coupe de Tahiti de saut d'obstacles. Après une journée de qualification, les finales se sont jouées en nocturne sous les projecteurs avec les 10 meilleurs cavaliers de chaque catégorie. En club 2 élite, Pauline Le Barbier s'impose avec son équidé Coquin. En club 1 élite catégorie reine, duel serré entre Pierre Robillard et Timéo Miane. 2 parcours sans faute, mais quelques dixièmes de seconde seulement font la différence. Victoire finale pour Pierre Robillard avec La Rivière. On écoute Antonin Miane, directeur technique de la Fédération polynésienne d'équitation.
On est face à des animaux sensibles, très émus de tout ce qui se passe autour d'eux, de leur environnement, et le fait de venir sauter la nuit avec tout ce monde autour, avec ce bruit, ça rend les choses beaucoup plus délicates avec cet animal qui est très sensible. Et donc du coup, c'est ce qui rend cette épreuve si particulière avec ce climat que l'on retrouve sur l'hippodrome de Pirée ce soir. Donc on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en Polynésie. On va commencer à voir dans l'épreuve qui arrive des cavaliers qui commencent à se sélectionner pour les échéances internationales. Et dans l'épreuve d'après, dans le final, vous n'aurez que des cavaliers sélectionnés en échéance internationale qui viennent se départager pour essayer de prendre la place du gagnant de l'année dernière. Alors la semaine prochaine, compétition de horseball afin de préparer mes équipes parce que dans 10 jours, je quitte le territoire pour 15 jours pour les championnats de France de horseball avec 2 équipes. On change de registre et place au collectif. Notre titulaire Huanui est retenu au vestiaire pour le moment. Alors on fait rentrer notre numéro 10, Désiré Teivao. Yorana Désiré. Yorana Oriano. Alors on va parler basket puisque l'équipe d'Excelsior a décroché un nouveau titre. Tout à fait Oriano, c'était vendredi soir à la mission. Les coéquipiers d'Arimaro Meul avaient face à eux le meilleur ennemi d'Aurei. Les rouges et blancs de la mission ont dominé les 2 premiers matchs. Et donc vendredi soir, les joueurs de la mission n'ont pas manqué l'occasion de conclure la série devant le public. Tout de suite, les temps forts. Ambiance des grands soirs à la mission pour cette finale. Aurei veut prolonger la série, mais Excelsior prend vite les commandes. Les rouges et blancs défendent fort, jouent juste et trouvent des solutions en transition. À chaque tentative de retour, ils répondent immédiatement. Aurei s'accroche, mais Excelsior garde le contrôle et augmente l'écart au fil des minutes. Dans le dernier carton, les champions finissent le travail sans trembler. Victoire nette 79-60. Les hommes d'Arimaro Meul décrochent un nouveau titre. Oui, c'était pas une série facile, même si au score on a un petit écart quand même à la fin. Mais Aurei, c'est une équipe talentueuse qui se bat jusqu'au bout. Et voilà, nous on vieillit, donc c'est de plus en plus dur aussi de suivre les jeunes. Et on n'a jamais rien lâché, on a été agressif de la première seconde jusqu'à la dernière seconde du match. On a manqué un peu de sérieux dans la préparation pendant toute la saison, donc on le paye cash à la finale. C'est dommage parce qu'on a eu l'équipe qu'il fallait. Et puis on a eu notre capitaine qui s'est blessé juste avant les finales. Les joueurs de la mission bouclent donc une saison presque parfaite sur la scène locale. Le temps de savourer ce nouveau sacre avant de se tourner vers le prochain défi, retrouver la compétition calédonienne la saison prochaine. Des paniers de la mission passent au lagon de Mouria. C'est un rendez-vous incontournable du sport scolaire, mais du sport au Fénois en général. Hier, sur l'île Sœur, plus de 400 rameurs ont pris le départ de la Aimeho Race, c'est la Hawaii Kinui des scolaires. Alors, 15 collèges et 13 lycées du Fénois étaient sur la ligne de départ. Au programme pour les Haïtos, un parcours de 42 km découpé en 8 étapes tout autour de l'île Sœur. Tout de suite, le reportage. De beaux duels sur le plan d'eau de Mouria. Collégiens et lycéens donnent tout pour représenter au mieux leur établissement. De jeunes rameurs de Bora Bora ont fait le déplacement pour cette Aimeho Race. Comme pour chaque édition, l'objectif reste la gagne. Notre mentalité, c'est de pouvoir gagner encore cette course, comme nous l'avons toujours fait. On se sent très bien, pas vraiment entraîné, mais bon, on tient quand même le cap. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de l'équipage? Il y a de bonnes recrues? Ah oui, que des rameurs sur la pirogue. Une très belle ambiance entre nous. Au lycée, 3 équipages se détachent pour la victoire au général. Celui de Touyanou le Gaïk de Papara, de Saint-Joseph et de Paul Gauguin. Sur la 5e étape courue sur le lagon de Hapiti, les lycéens de Paul Gauguin prennent l'avantage sur leurs rivaux de Papara. À l'arrivée, une belle victoire d'étape pour Teimarama et ses camarades qui vivent leur dernière Aimeho Race. Là, on est à la 5e étape et on a remporté, je pense, 3 étapes. Avec l'AB qui est arrivé 2e à la première étape. Bon, après, à la 4e étape, ils ont perdu une rame avec la collision des collègues de Papara. Bon, après, on reste motivé à gagner. C'est notre dernière année avec les copains. Du coup, les 2 années précédentes, on est arrivé 4e. Bon, après, ça nous tenait aussi à cœur de gagner avant de partir. Parmi les engagés, on retrouve aussi un équipage de Nouvelle-Zélande. Tous découvrent pour la première fois la Aimeho Race. C'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Nouvelle-Zélande. Pour la plupart d'entre nous, c'est notre première fois en Polynésie. C'est un privilège d'être ici. Vous nous avez très bien accueillis. Quant à la course, elle est très difficile. Tous les équipages sont très bien préparés, mais nous allons faire de notre mieux pour monter le plus haut possible dans le classement.
Pas de remontada spectaculaire pour les rameurs kiwi. Au collège, les rameurs de Tinomanaeb de Tevayuta l'emportent et au lycée, les Haïtos de Touyanou-le-Gaïk s'imposent. C'était tout pour l'actualité des sports collectifs ce week-end. On continue avec du VA, mais en individuel cette fois-ci, n'est-ce pas Oriano? Oui Désiré, merci encore. Effectivement, cap sur Bora Bora pour le mémorial Kevin Kuider. Hier, plus de 150 rameurs étaient au départ autour de la perle du Pacifique. Chez les seniors hommes, un parcours exigeant de 29 km attendait les concurrents. Course maîtrisée de bout en bout, Patuatea Tereyamano s'impose en 2h11. Le résumé tout de suite. Il y avait du beau monde à Bora Bora pour la 3e édition du mémorial Kevin Kuider. Les rameurs de la Team OPT, de la Team Hetiv A ou encore 2D A étaient engagés sur la course reine de 29 km. Territoire Tef Atou domine les débats sur la première heure de course. À la poursuite du leader, Darren Arbulo et Hotuiterei Poreuil, mène un groupe d'une dizaine de rameurs. Puis à mi-parcours, au niveau du ravitaillement, les Haïtos de la Team OPT prennent les commandes de la course. Tuatea Tereyamano prend le lead devant Temoana Taputu et Teena Tawahere. Sur le retour vers Anui, Tuatea Tereyamano creuse l'écart sur ses partenaires d'entraînement. Le Fahoro de la Team OPT s'impose en 2h11. Hotuiterei Poreuil prend finalement la 2e place à 36 secondes du vainqueur et Temoana Taputu complète le podium. En junior, Chance Tavita l'emporte et chez les vétérans, Manute Awen est le vainqueur de cette édition du mémorial Kevin Kuider. Et direction les Marquises, cette fois-ci le 29 mai, le plan d'eau sera le théâtre de la Wakaiki Chanel Hoe, une course de V6 de 67 km entre Wahuka et Nukuhiva avec des changements à 3, une quinzaine d'équipages attendus pour ce défi en haute mer et on en parle ce soir avec notre invité Rataru. Yorana Rataru. Hey, Kaharu. Alors un nouveau défi sportif aux Marquises, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est une grande première pour les Marquises. On projette de faire le 29 mai, comme tu as si bien dit au départ, une grande course haute mer à changement à 3, à l'image des grandes courses qu'il y a à Tahiti. La course se veut culturelle. Et moi, je pense que voilà, c'est dans cette direction que nous devons peaufiner la Wakaiki Channel Hoe, à l'image de Hawaii Kinui, souvent, qui est une course où il y a beaucoup de monde. Cette année, on prépare une course avec maximum quinzaine de rames d'équipage pour une question de sécurité. Alors, qu'est-ce qui fait la différence avec les autres courses traversées, on va dire? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est plus la dimension culturelle? C'est plutôt dans ce sens-là. On sait qu'il y a des grandes courses qui sont beaucoup plus dans les compétitions. Pour la Wakaiki, on vise plutôt cette dimension culturelle. Les rameurs qui viendront seront en immersion totale dès les deux premiers jours qu'ils vont arriver, enfin 2 jours avant qu'ils vont arriver, seront en pleine immersion culturelle. Il va y avoir des Tuhuna qui vont venir tailler des pirogues. Les rameurs vont venir parler de leur île, admettons les rameurs de Tahiti qui vont venir, ou de Bora par exemple qui vont venir, mais ils vont apprendre aussi la langue, ils vont apprendre aussi comment il faut tailler les pirogues, ils vont danser, on va dire comme ça. C'est une façon de les introduire dans la culture marquisienne. Ça fait partie du VA. Qui sont les compétiteurs qui vont participer à cette course? Pour l'instant, comme on a limité les équipages à 15, des marquises, il va y avoir à peu près 8 équipages. Donc le reste, c'est de Tahiti. On attend quand même des grands noms de on va pas dire de la musique, mais voilà, de la musique sur l'eau, des grands noms du VA de Tahiti. Alors, défi sportif, mais on imagine aussi défi logistique, n'est-ce pas? Oui, parce que les Marquises, c'est loin. Alors que pour les VA, il faudra emmener en bateau, à Ranui Taporo. Après, il faut venir en avion. Il faut arriver à Taihoi, il faut prendre un petit avion. C'est quand même une grande préparation. Et sur place, il y a le housing, il y a le il y a tout un truc. Les rameurs, ils savent, ils connaissent. À Hawaii Kinui, c'est pareil, mais maintenant, c'est le chemin inverse. Et justement, qu'est-ce que tu essaieras de mettre en valeur justement sur cet événement alors? Moi, je pense que les rameurs ils vont connaître la mer des hommes. On va parler comme ça, on connaît la terre des hommes. C'est plutôt la couleur qu'on attend, que les rameurs vont attendre, c'est de venir essayer les vagues magiques des Marquises. C'est ça plutôt qu'on va miser sur ça. La partie culturelle, l'accueil des rameurs se fait à Uahuka, à Hanea.
le 2 jours avant, c'est-à-dire le 27 mai. La course étant le 29, c'est un vendredi. 67 km comme on vient de dire. Et arrivé en Nukuhiva, il va y avoir un grand accueil des pirogues dans la baie de Taïwa. Et on a mis en place avec une association qui travaille avec nous et la commune de Nukuhiva. Voilà ce qu'on prépare actuellement pour la Wakaiki. Rataru, pour terminer, quel message tu voudrais adresser aux rameurs et au public qui seront sur place? Étant donné que c'est une course culturelle, on vise plutôt comme on l'a dit au départ, une immersion culturelle, que les rameurs s'attendent à un challenge entre eux et les éléments de la nature, pas seulement entre les équipages. Bon, j'attends des rameurs qui viennent découvrir les marquises. À l'issue de cette course-là, les rameurs vont dire « Ah, moi j'ai senti le mal à des marquises ». Voilà, dans ce sens-là. Merci Rataru pour cet éclairage et rendez-vous donc en mai pour cette fameuse course. Oui, la course, il va y avoir un concert à Nukuhiva pour clôturer l'événement où j'aurai mon ami Aldo et les Manahune qui vont venir à Kawana. Eh bien, on suivra ça de près. Merci en tout cas Rataru. Allez, tout de suite, place maintenant au défi au petit matin pour la surpasse team. Avant même les premières lueurs du jour, les athlètes se sont élancés pour grimper jusqu'au belvédère uniquement à la force des jambes. Petits et grands ont répondu présents en mode effort et dépassement. Ils ont clairement mouillé le maillot. Hero Tuahu était avec eux. Regardez. Ils sont plus d'une cinquantaine d'athlètes du club de taekwondo et jiu-jitsu Surpass Team à se retrouver très tôt pour un entraînement hors du commun. Dès 5h15, alors que la nuit recouvre encore la presqu'île, le groupe prend le départ en direction du plateau de Taravo, une montée exigeante de près de 3 km réalisée en courant qui met à l'épreuve l'endurance et la détermination des participants. Aujourd'hui, c'est un entraînement qui fait partie de notre préparation. Donc tous les dimanches, on est ici, on commence à 5h15. On fait une course en fait qui est basée sur les fractions, donc c'est plus axé vraiment sur le cardio, sur le physique, quoi. On est à peu près une cinquantaine de personnes qui viennent courir, donc les élèves, et il y a aussi les parents. C'est ce qui est bien parce que du coup, au final, les enfants tirent les parents vers le sport. Donc, comme tu peux le voir ici, ils sont ici, ils sont présents. Tout le monde met la main à la pâte en fait, et puis c'est ce qui fait que ça fonctionne en fait le groupe, c'est que tout le monde suit le groupe et puis voilà, c'est super. C'est pas donné à tout le monde de se lever à 4h30 le dimanche matin en plus, un jour censé être de repos, mais non, nous on est là, donc motivés, oui. Au sommet, les sportifs sont récompensés par une vue imprenable, un cadre naturel privilégié pour poursuivre la séance avec des exercices physiques et des étirements. Les gens s'est levé à 4h40 parce que c'est à 5h15 qu'on quitte pour aller courir. Parce que si on vient à 6h30, il va faire chaud, il y aurait des voitures. Si, on est fatigué quand même. C'était quand même dur. Ça fait 2 ans que j'en fais et même ici, il faut courir du bas et c'est très fatigant. Mais c'est pour nous, c'est pour gagner à des compétitions. Cette initiative illustre les valeurs de ce club, dépassement de soi, solidarité et esprit d'équipe. Et le calendrier sportif ne ralentit pas au Fénois. Mercredi 29 avril, place au challenge d'athlétisme au stade de Punaru. Vendredi 1er mai, les entreprises passeront en mode triathlon au complexe sportif Boris Leontiev à Aroué. Et en parallèle, la lutte fera son entrée avec la première journée des championnats au complexe d'Aorei. Un programme chargé et un week-end prolongé placé sous le signe du sport. Clap de fin pour votre grand JT Sport. La soirée continue sur TNTV à 19h30 avec Les Années Collège, votre magazine documentaire, puis votre second magazine de la soirée, Capital. Demain, retrouvez Sophie Guébel pour le JT et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vague de sport. D'ici là, restez en forme et gardez le rythme. Sportez-vous bien.